Après 48 heures de séjour au Burkina Faso dans le cadre de son travail de facilitation pour le compte de la CEDEAO, l'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou, a fait des recommandations et des observations. Non seulement ces recommandations et observations, il a également encouragé les deux parties à faire preuve de souplesse. Notre invité est le journaliste togolais Luc Abaki. Avec lui, donc nous allons parler du Burkina Faso et de la CEDEAO. On va également parler de cette médiation de l'ancien président nigérien. Luc Abaki, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Je vais bien également. Que retenir de cette médiation et surtout de ce périple de l'ancien président Mahamadou Issoufou au Burkina Faso? Voilà, comme vous l'avez dit, je crois c'est 48 heures de séjour, les 17 et 18 juin dernier, où l'ancien président nigérien a fait le déplacement avec une délégation, notamment avec le général Béhanzin, qui est chargé des questions de sécurité, et puis bien d'autres personnes, pour aller au Burkina Faso dans le but d'abord de prendre contact avec les autorités burkinabées, parce qu'en fait, c'est lors du dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO que la personne de Issoufou Mahamadou avait été désigné comme médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso. Donc il était de bon ton, bien sûr, qu'il puisse faire le voyage de Ouagadougou afin de prendre donc attache avec les dirigeants burkinabés et en même temps de faire l'état des lieux, d'évaluer les défis auxquels ce pays fait face aujourd'hui. Et donc, il s'agit bien entendu de voir les défis sécuritaires, les défis institutionnels, les défis de la gouvernance elle-même, etc. Parce que vous savez que depuis le 24 janvier, où le régime de Roch Christian Kaboré a été renversé, et où le colonel Damiba s'est retrouvé donc de fait dans le fauteuil présidentiel, la question était de revoir la situation sécuritaire notamment. Et donc, parce que le Burkina Faso, tout comme d'autres pays de la sous-région, notamment le Mali, fait face à ce phénomène djihadiste et terroriste. Et donc, le principal reproche qui était fait à Roch Christian Kaboré était qu'il n'était pas en mesure de prendre les dispositions requises pour justement trouver des solutions et limiter les marges d'action des terroristes. Et donc, depuis ce temps où le colonel Damiba et son équipe se retrouvent donc au sommet de l'État, malheureusement, l'on constate que le phénomène n'a pas tempéré. Donc, pour l'instant, on constate que le phénomène s'est métastasé, s'est amplifié, s'est densifié. Et dans ces conditions-là, je pense qu'il y a des solutions assez sérieuses et draconiennes qu'il faut chercher à prendre et en même temps envisager la perspective de préserver la CEDEAO, enfin je veux dire le Burkina Faso des sanctions de la CEDEAO. Et il me semble que c'est ce travail que le président Mahamadou Issoufou est allé faire. Et au bout du compte, il estime qu'il faut que les deux parties soient dans une dynamique de dialogue avec plus de souplesse, plus de disponibilité, de manière à trouver des solutions pratiques aux problèmes auxquels fait face précisément l'État burkinabé. Alors, le président a porté aussi à la connaissance de la délégation du Burkina Faso les conclusions du récent sommet d'Accra. Est-ce qu'on peut avoir quelques lignes de ces conclusions? Non, mais les conclusions étaient tout simples. C'était d'abord de reporter, si vous voulez, la perspective de se décider sur la situation, en tout cas sur le problème burkinabé. Et donc, ça veut dire tout simplement que ce que la CEDEAO souhaite, c'est que les dirigeants burkinabés soient en mesure de prendre des dispositions pratiques, d'abord pour contrer ce phénomène, ce problème sécuritaire, et ensuite baliser la voie à un retour constitutionnel, en tout cas institutionnel dans ce pays, parce que vous savez que la charte de la CEDEAO, le protocole additionnel et tout, refuse systématiquement les questions de coup d'État. Ça veut dire que dès l'instant où c'est un coup d'État qui a amené cette équipe-là, il va falloir baliser très rapidement la voie
pour qu'il puisse avoir des élections qui permettent le retour à l'ordre constitutionnel, justement, dans ce pays-là. Donc, principalement, c'est ce que la CEDEAO attend, précisément, des autorités burkinabées. Mais il est bien entendu clair que, autant au Burkina Faso qu'au Mali ou ailleurs, cette question de retour à l'ordre constitutionnel est conditionnée par d'abord le rétablissement du tissu sécuritaire qui permet précisément de sécuriser l'ensemble du territoire burkinabé et ainsi que des citoyens, parce que vous savez que ce phénomène de terrorisme a engendré la migration des milliers de personnes donc, au Burkina Faso. Donc il va falloir rétablir d'abord cette sécurité-là. Et avant que ces gens-là qui ont été obligés de migrer, de se déplacer de leur lieu de résidence, puissent les regagner et donc bénéficier donc, d'un système sécuritaire assez solide avant éventuellement que les dirigeants puissent embrayer sur le processus d'organisation des élections crédibles. Mais tout cela nécessite forcément l'appui de la CEDEAO, mais aussi d'autres partenaires, parce que, telle que la situation se trouve aujourd'hui au Burkina Faso, on sent que les dirigeants sont limités, sans doute parce qu'il y a un besoin de restructurer d'abord l'armée, mais surtout aussi de l'équiper. Parce qu'on ne fait pas face à une guerre asymétrique simplement avec les muscles ou avec la bonne volonté ou les bonnes intentions. Il va falloir que les dirigeants burkinabés cherchent des moyens adéquats, notamment en termes d'armement. Voyez-vous, de cette armée, de trouver les équipements qu'il faut, de trouver les éléments, en tout cas tout le matériel qui permet d'abord de contrôler les mouvements de ces djihadistes, mais aussi de les mettre hors d'état de nuire à partir des attaques bien calculées, bien ciblées, de manière que franchement on puisse commencer à envisager la perspective de reconquête du territoire burkinabé qui malheureusement est envahi en très large partie par ces assaillants-là. Alors, le président a également exprimé sa foi à un dialogue fécond entre la CEDEAO et le Burkina Faso. Est-ce qu'il veut dire d'une manière sous-jacente qu'il espère une ligne de démarcation avec ce qui se passe actuellement au Mali? Mais bien sûr, je pense que il faut être quand même raisonnable et comprendre que la CEDEAO a dû se rendre compte des limites de ces mesures qui avaient rompu en fait la dynamique du dialogue avec le Mali. Et donc, je crois qu'en étant être humain, l'atout majeur et fondamental dont nous disposons, c'est donc l'échange interhumain. C'est d'abord l'usage de la parole, l'échange des idées, l'échange des réflexions, et qui permettent justement de comprendre l'autre et d'entrer dans sa réalité afin de trouver des solutions idoines et appropriées qui puissent profiter à tous les partis, en tout cas engagés dans un processus de dialogue dont les intérêts précisément sont partagés dans un camp comme dans l'autre. Et donc, lorsque le médiateur envisage précisément ou exprime sa foi en un dialogue fécond, c'est précisément parce qu'il veut conduire les deux parties, notamment la CEDEAO et les dirigeants burkinabés, à privilégier justement les échanges, à privilégier le dialogue, à privilégier la réflexion et la recherche des solutions pratiques et pragmatiques en lieu et place précisément d'un contexte de fronde où il y aurait un bras de fer et où la CEDEAO va utiliser tout simplement de façon aveugle son pouvoir de sanction et parfois de façon abusive, comme ça a été le cas au Mali. Et donc, dans tous les cas, même si on recourt aux sanctions, même si ce sont des armes que les gens prennent pour se donner raison ou se faire entendre, au bout du compte, pour retrouver la paix, pour retrouver la sérénité, pour pouvoir avancer ensemble, il va falloir à un moment donné revenir au dialogue. Donc, le bon sens et l'intelligence recommandent qu'on privilégie fondamentalement le dialogue, et je crois que l'ancien président nigérien fait bien donc d'œuvrer pour la promotion donc de ce dialogue-là, de manière que des solutions pratiques et appropriées soient trouvées à ce problème burkinabé, de sorte qu'on puisse véritablement envisager la consolidation de la paix dans ce pays et la reconquête, comme je l'ai dit, du territoire burkinabé. Alors, le gouvernement du Burkina Faso a marqué également sa disponibilité à accueillir le facilitateur
facilitateur, à chaque fois que le besoin va se sentir, cela veut dire que les choses sont sur de bonnes voies. On va dire oui, c'est que c'est de bonne voie. De toute la façon, les dirigeants burkinabés n'ont pas d'autre choix que de s'ouvrir au dialogue. Parce qu'en réalité, pour l'instant, ils sont fondamentalement limités en termes de solutions pratiques à ce problème, à tous les fléaux auxquels ils font face. Notamment, je parlais de la sécurité, mais aussi de la refonte des institutions au Burkina Faso, même et de la gouvernance elle-même, parce que vous savez que l'État burkinabé aujourd'hui a des difficultés, en tout cas en termes de mobilisation des ressources, en termes de gouvernance, d'assainissement même de l'environnement politique burkinabé, et tout cela pour pouvoir conduire une bonne politique qui permette d'asseoir les fondamentaux d'une gouvernance assainie et d'envisager la perspective de création d'une nation forte. Il va falloir l'appui des partenaires. Et les premiers partenaires, bien sûr, du Burkina Faso, c'est bien sûr la CEDEAO. Mais au même moment, des partenaires au plan international. Et j'ai le sentiment que les dirigeants burkinabés, pour l'instant, hésitent à embrayer sur d'autres fronts qui permettraient de trouver des solutions pratiques. Or, précisément en étant donc dans cet état dubitatif ou hésitant, ils sont submergés par ces fléaux-là qui sont devenus endémiques, voyez-vous. Et pourtant, ils ont bénéficié, si vous voulez, à l'intérieur, d'abord du soutien ferme de l'opposition. Vous vous rappelez que l'ancien chef de file de l'opposition, notamment M. Edi Komboigo, avait fait une conférence de presse pour soutenir fermement la nouvelle équipe dirigeante burkinabé, parce que ce soutien-là, il est fondamental. Au-delà de ce soutien, je pense que la population elle-même est véritablement alignée derrière les dirigeants burkinabés, parce qu'elle investit son espoir en ces dirigeants-là. Donc il ne faudrait pas que ce soutien interne dont bénéficient aujourd'hui les dirigeants burkinabés finissent par s'effilocher, par s'effondrer, par s'effriter. Il va falloir que le colonel Damiba et son équipe cherchent des solutions pratiques, non pas seulement en termes de discours, en termes d'idées, mais en allant chercher les armes et en cherchant un soutien aussi bien technique que militaire partout où besoin est, dès l'instant où ils voient que les partenaires actuels n'arrivent pas à donner des solutions probantes et à l'aider véritablement à extirper du champ burkinabé le phénomène dont il fait face. Donc je pense que l'exemple malien est palpable, puisque les Maliens ont décidé de s'allier avec d'autres partenaires, y compris donc la Russie. Et cela a permis précisément de commencer à reconquérir véritablement l'État malien et à asseoir les socles d'un système sécuritaire assez solide et à ramener la confiance au sein donc, de la population malienne. Donc, il va falloir de toutes les façons, où que ces solutions se trouvent, les dirigeants burkinabés doivent commencer à mouvoir. On doit sentir l'efficacité de leur action, parce que sans cela, on ne comprendra pas pourquoi ils ont décidé de renverser le président Roch Christian Kaboré. Parce qu'il faudrait précisément qu'ils laissent donc leur empreinte dans la gouvernance de l'État à travers les solutions, en tout cas les moyens qu'ils se donnent de pouvoir trouver des solutions pratiques à tous les défis auxquels font face aujourd'hui les populations du Burkina Faso. Vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité et surtout des partenaires russes. On a vu des jeunes burkinabés manifester et réclamer l'intervention de la Russie pour des questions sécuritaires, sauf que les manifestations, Luc Abaki, ont été dispersées par le pouvoir en place. Est-ce que le Burkina Faso ne veut pas avoir des problèmes avec la CEDEAO, parce que ça fait partie des remontrances qu'on a eu à faire au Mali, la présence du groupe Wagner ou des instructeurs russes pour certains? Mais bien sûr, mais ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que un peuple ou des dirigeants extérieurs peuvent aimer un pays plus que ses propres citoyens? Évidemment, vous conviendrez avec moi que le bon sens nous impose de dire non. Donc ça veut dire tout simplement qu'en vérité, les dirigeants burkinabés sont les seuls à prendre le pouls exact des problèmes auxquels ils font face. Et ils sont les seuls à
mesurer l'ampleur des problèmes qui les minent et donc à chercher des solutions appropriées. Alors si aujourd'hui, bien sûr, la population burkinabé est obligée de descendre dans les rues pour réclamer d'autres partenaires que les partenaires traditionnels, notamment la France, qui est encore au Burkina Faso avec sa force Barkhane, cela veut dire que c'est parce que, précisément, l'action de ce partenaire-là ou de ces partenaires ne donne pas de résultats probants. Vous avez reconnu que le problème du terrorisme s'est amplifié au point même d'atteindre aujourd'hui le sud du Burkina Faso et d'envahir les pays voisins comme le Togo. Voyez-vous, ça veut dire qu'on ne peut pas être dans une forme de complaisance. Il va falloir se montrer audacieux et courageux. Ces reproches qui ont été faits au Mali ne sont pas fondés, ne relèvent pas du bon sens. À partir du moment où la démarche du Mali a permis justement d'avoir des solutions pratiques, de s'armer, d'avoir les équipements requis de dernière génération qui permettent précisément de contrôler tout le territoire malien aujourd'hui et en même temps, comme je l'ai dit, de reconquérir, en tout cas de débouter en très grande partie les terroristes qui sèment la terreur et la désolation au sein de la population malienne. Donc, il est clair que le besoin aujourd'hui, c'est des solutions. Maintenant, où trouver ces solutions? Bien sûr, on ne va pas forcément de l'extérieur recommander aux dirigeants burkinabés de recourir à la Russie, mais il leur appartient précisément de voir avec qui ils peuvent composer en vue de trouver des solutions. Parce que de toute la façon, ce qui compte pour le peuple, ce qui compte pour la population, les citoyens burkinabés, ce sont les solutions pratiques et pérennes que les dirigeants seront en mesure de prendre et qui pourraient alors justifier le coup d'État dont le président Kaboré a fait l'objet. Voyez-vous? Donc je crois que oui, les reproches ont été faits au Mali, mais tout le monde se rend compte que ces reproches-là ne sont pas fondés, ne reposent pas sur le bon sens, ne reposent pas sur l'intérêt supérieur de la population malienne, parce que précisément les mesures qui ont été initiées et prises par les dirigeants maliens ont permis de commencer à sécuriser le pays, à réorganiser l'armée, à la structurer et à la rendre véritablement professionnelle et efficace sur le terrain. Alors, Luc Abaki, les attaques sont fréquentes au Burkina Faso. La dernière en date, c'était contre ce village de Sintengan. On parle maintenant de 86 morts. Est-ce que le Burkina Faso a les moyens de se défendre? Il est clair que le Burkina Faso, à l'état actuel des choses, n'a pas les moyens de se défendre. S'il avait les moyens, il n'aurait pas laissé, il ne serait pas aussi poreux et vulnérable, au point où pratiquement au quotidien, en tout cas chaque semaine, il y a des attaques. Et donc, si le phénomène continue de s'amplifier, c'est sans doute parce que l'État burkinabé, en tout cas les dirigeants actuels, n'ont pas les moyens. Voilà pourquoi il faut les chercher. S'ils ne les cherchent pas, s'ils sont dans une position attentiste, s'ils sont simplement dans cette posture qui consiste à décréter les journées de deuil nationaux et à se plaindre de tout ce qui se passe, ça ne va pas aller. Le dirigeant, il a une mission. Et sa mission, c'est de veiller au bien-être de la population, d'assurer sa sécurité et de faire en sorte que l'épanouissement de la population ne soit pas un simple mot, une simple intention, mais une réalité. Donc, dès l'instant où, aujourd'hui, on constate que, mais depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, au Mali, au Burkina Faso, la situation ne s'est pas améliorée. On est obligé de s'interroger. On est en train de s'interroger, on est obligé de s'interroger sur l'efficacité de l'action, ou du moins des mesures que l'équipe dirigeante militaire est en train d'envisager. Il faut véritablement qu'ils cherchent des solutions. Ça, on a finalement martelé là-dessus. On doit répéter cela parce que sans cela, leur raison d'être ne peut même pas se justifier. Et donc, la population, à un moment donné, risque de se remonter contre la nouvelle équipe qui d'ailleurs est venue par un coup d'État, alors que les coups d'État sont interdits. On ne peut leur trouver des circonstances atténuantes. On ne peut fermer les yeux sur leur présence au pouvoir que si ils arrivent à donner des solutions pratiques,
à trouver des moyens efficients et efficaces qui permettent justement de ramener la confiance au sein de la population burkinabé et en même temps de les sécuriser. Si ce n'est pas le cas, on est obligé de se souvenir qu'un président démocratiquement élu a été renversé par un coup d'État, malheureusement pour rien. Donc, le colonel Damiba, qui en principe a écrit un livre assez édifiant sur le phénomène terroriste dans notre sous-région, en tout cas en Afrique, est censé connaître les contours, en tout cas majeurs, de ce phénomène-là, de ce fléau-là. Et donc, il lui appartient désormais de se montrer suffisamment courageux, audacieux, pour trouver des solutions partout où elles sont. Parce que, en réalité, ce qui compte pour lui, ce n'est pas ce que les gens diront de l'extérieur. Ce n'est pas ce que la CEDEAO dira. Ou ce ne sont pas les points de vue qui seront exprimés de l'extérieur, mais c'est la situation sécuritaire de son pays, c'est le bien-être de sa population, c'est la sécurité de sa population, c'est en fin de compte la reconstruction et la structuration de sa gouvernance et de son État qui compte en vérité. La CEDEAO a envoyé une force de stabilisation en Guinée-Bissau. C'est vrai que ce n'est pas le même format. Louis Kabaki, finalement, est-ce que la CEDEAO va pouvoir aider le Burkina Faso à faire face aux djihadistes, puisque ce pays était considéré comme le bon exemple? Je crois que ce phénomène de terroriste perdure dans nos pays, en tout cas existe dans le Sahel, ça fait déjà des années, plus de 10 ans déjà. Alors, si la CEDEAO avait elle-même des solutions, je crois que sa vocation précisément, c'est de mutualiser les énergies existantes dans cet espace pour permettre ou envisager d'abord l'intégration sous-régionale, mais surtout aussi l'épanouissement de l'ensemble de la population à partir d'un certain nombre de fondamentaux que cette CEDEAO devrait promouvoir. Donc, si aujourd'hui le phénomène perdure, c'est sans doute parce que la CEDEAO est tout simplement dans la rhétorique, dans la théorie, dans les injonctions, dans les leçons qu'elle donne aux dirigeants qui sont exposés à un problème lié même à la survie de leur population. Donc, si aujourd'hui la CEDEAO a envoyé une force de stabilisation en Guinée-Bissau, c'est tant mieux. Justement parce que le président bissau-guinéen a fait appel à des puissances extérieures, en tout cas à des forces extérieures, pour avoir le soutien qu'il faut, parce que son régime est menacé par des coups d'État, en tout cas un certain nombre d'incursions qui ne sécurisent pas, en tout cas qui ne le met pas en confiance. Voyez-vous? Alors cette force de stabilisation, ce n'est pas une force militaire qui serait là pour faire un combat armé. Voyez-vous? Or, ceux dont les pays comme le Mali et le Burkina Faso ont véritablement besoin, il s'agit d'une force véritablement professionnelle, suffisamment équipée, qui n'est pas une force de maintien de la paix, mais une force qui est capable de mener une guerre réelle contre des djihadistes qui ne sont pas moins armés non plus. Voyez-vous? Donc, c'est pour cela qu'en fait, on ne comprend pas très bien pourquoi la CEDEAO se réfugie derrière de simples injonctions et se contente des principes rigides et guindés, au lieu de mouiller le maillot, de décider de la mise en place d'une force dynamique qui permette alors qu'on puisse déployer sur des théâtres où il y a ce phénomène-là qui embête sérieusement les États et leur peuple. Donc, je pense qu'au-delà des discours, au-delà des injonctions, au-delà des principes sur lesquels reposent justement les actions de la CEDEAO, il va falloir véritablement agir en mutualisant les énergies en lien précisément avec la vocation de la CEDEAO elle-même. Et donc, il va falloir véritablement faire cela parce que c'est un besoin vital pour l'ensemble de l'espace communautaire. Parce que, voyez-vous, par le passé, des pays comme le Bénin, le Togo étaient exempts des phénomènes terroristes. Mais dès l'instant où la situation n'a pas été maîtrisée au Mali, il s'est métastasé vers le Burkina Faso. Et aujourd'hui, le Burkina Faso n'ayant pas les moyens de limiter l'action des terroristes, ils sont finalement, ils se sont donc amplifiés et tendent vers nos pays
Et le Togo a fait l'objet quand même de déjà 3 attaques, tout comme le Bénin, et il y a des victimes. Donc je ne comprends pas pourquoi on continue de penser qu'un État à lui tout seul pourrait faire face à un phénomène asymétrique comme celui du djihadisme et du terrorisme. Il faudrait véritablement qu'ils mettent à la fois des moyens militaires, des moyens financiers, les équipements qu'il faut pour qu'ils puissent trouver des solutions idoines à ce phénomène-là, dès l'instant où le partenariat avec la force Barkhane ne permet pas de trouver des solutions pratiques. Il faut trouver des solutions endogènes, mais aussi des solutions qui puissent venir aussi de l'extérieur, si on sait qu'elles peuvent être véritablement efficaces sur le terrain. Solutions endogènes, oui, mais vu l'efficacité de ces actions sécuritaires, surtout en Syrie, en République centrafricaine, et ce qu'on voit aujourd'hui au Mali, est-ce que vous pensez que la panacée, c'est la Russie? Je ne suis pas en mesure de dire que la panacée, c'est la Russie, forcément. Mais ce que j'observe, tout simplement, c'est que le recours à la Russie a permis justement d'estomper, de minimiser, de limiter les actions terroristes au Mali, tout comme en Centrafrique. Voyez-vous, n'oubliez pas qu'un pays comme le Centrafrique était pratiquement décimé à 90% par les terroristes. Aujourd'hui, on ne parle plus de ce phénomène-là, tout simplement parce qu'il ne reste plus que des bastions des terroristes en Centrafrique. Et donc, cela donne la marge au président Touadéra d'envisager la reconstruction de son pays, de restructurer son économie, d'envisager même l'usage du Bitcoin et autres, tout simplement parce qu'il a alors aujourd'hui la garantie de sa sécurité, et même de la sécurité de sa population, en tout cas à 80% de son territoire, ce qui n'était pas le cas quand il venait au pouvoir. Voyez-vous, il en est aussi de même du Mali qui commence donc à asseoir les garanties, voyez-vous, d'une bonne gouvernance, en tout cas de la reconquête de son territoire et tout et tout. Mais si la solution russe a marché, pourquoi on refuserait de recourir à elle au Burkina Faso? Tout simplement parce qu'il y a des gens au plan international qui, pour des raisons géopolitiques et géostratégiques, empêchent des États souverains de recourir à des partenaires fiables dont l'efficacité n'est pas à contredire. Voyez-vous? Mais il appartient, de tous les cas, comme je l'ai dit, au Burkina Faso et à ses dirigeants de trouver la solution qu'il faut. Mais s'ils sont là juste pour plaire à la communauté internationale, à la CEDEAO et à ses alliés, pendant que la population meurt en dizaines et même en centaines au sein donc du territoire burkinabé, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, c'est cette même population qui va se retourner contre ses dirigeants. Et donc, ils auront ainsi raté le coach et ils n'auront pas donné des raisons convaincantes qui légitiment leur présence au sommet de l'État. Merci beaucoup à vous, Luc Abaki. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Chaque lundi, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Donc, on va marquer la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit nos invités, Louis Kamako, Komi Valentin Mayaba et Germain Pouli pour Regard Croisé.